Bonjour et bienvenue au WebTech de ce mois-ci sur comment prendre des décisions fiables et précises à partir de données. Je vous laisse rentrer et on va ensuite accueillir nos 7 intervenants. Vous devriez voir l'écran. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire donc, sur les données, la prolifération de données et la difficile tâche de prendre une décision sur ces données. Voilà, on voulait traiter ce sujet parce que ça peut avoir un impact très important sur l'environnement, la société ou les entreprises. Où il y a beaucoup de données critiques, beaucoup de domaines critiques, pardon, tels que, on verra d'ailleurs, la cybersécurité, la gestion de crise, les crues, les inondations, la maintenance prédictive ou la sécurité ou la défense d'ailleurs, sont de plus en plus perturbées par ces nouvelles manières d'exploiter la prolifération des données pour une prise de décision efficace. C'est très très loin d'être facile de produire des informations fondées sur des données qui peuvent être utilisées par des décideurs et auxquelles ces décideurs peuvent se fier. Donc on a décidé de donner un coup de projecteur à certains membres d'Actantis ici présents, et notamment à travers le projet européen Extreme XP, qui est un nouveau paradigme qui repose sur une analyse axée sur l'expérimentation, donc l'expérimentation passée. C'est un objectif qui a son petit détail, vous le verrez, afin de fournir des informations précises et adaptées à l'usage prévu, et surtout fiables et basées sur des données en évaluant différentes variantes d'analyse complexes en tenant compte des préférences et des commentaires des utilisateurs de manière automatisée. Donc pour cela, on accueille Iyad Al-Shabani de BitSparkles, Maxime Compastier de la fondation, alors je ne sais plus exactement le nom, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, elle est ici normalement. De la fondation I24 à Barcelone. Cédric Lopez de MVista pour ce sujet sur la prise de données fiables. Et en même temps, on va donner un petit coup de projecteur sur un événement qu'on va organiser avec le Collège français de la métrologie et Aerospace Valley le 21 octobre sur justement la prise de décision, en tout cas la fiabilité des mesures qui entraînent donc la prise de décision à Montpellier. Donc peut-être qu'on peut, avant de démarrer, de basculer dans l'agenda où on va présenter différents cas d'usage, de donner la parole à Jérôme Lopez, directeur du CFM, et Anne Keroué de Aerospace Valley, si vous voulez nous dire quelques mots sur cet événement qu'on organise ensemble, qui va fédérer différents acteurs, différents industriels, qui prendront la parole sur justement les difficultés qu'ils ont, les problématiques rencontrées par rapport à cette fiabilité des mesures. Je vous laisse en dire quelques mots, Jérôme et Anne. Bien. Merci Fabienne. Bonjour à tous. Donc je suis Jérôme Lopez, je suis directeur du Collège français de métrologie. En 3 mots, le CFM, donc on a une mission de diffusion de bonnes pratiques en métrologie, donc sciences de la mesure. Donc nous on parle vraiment de données de mesure, hein, donc des données physiques qui viennent du monde réel par des capteurs. Les capteurs étant en fait les interfaces entre le monde réel et le monde digital, on peut le voir comme ça. Et nous, notre mission, donc, on a 3 axes dans la mission du CFM. On est un réseau, donc à peu près de 400 acteurs dans la métrologie, donc avec l'animation de ce réseau. On a un centre de ressources avec des guides techniques, du contenu en ligne, etc., des vidéos. Et puis on est organisateur d'événements, entre autres le CIM, donc qui est la Conférence internationale de métrologie, tous les 2 ans, et puis d'autres événements, comme c'est le cas donc de cette conférence IoT. Donc on aura le plaisir d'organiser, et je remercie donc Actantis et Fabienne de nous avoir proposé d'être partenaires avec Aerospace Valley. Donc de cette conférence IoT avec un programme donc assez riche, hein, autour de la fiabilité et de la cybersécurité. Donc il y aura notamment une table ronde avec différents acteurs. Donc Anne Laurent de l'INRIA, on aura quelqu'un de chez Colas, Sébastien Denaès, on aura quelqu'un qui est un spécialiste de l'IoT, Malek Abdi, W Technologies, et quelqu'un de l'entreprise Texis qui vient du réseau Aerospace Valley, donc Antonio Tuminello. Et puis il y aura
tout un tas de présentations, un programme vraiment très riche, des rendez-vous B2B, une visite de l'Institut électronique des systèmes, voilà, enfin plein de choses. Donc c'est le 21 octobre de 9h à 15h30 comme c'est indiqué sur la slide. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur le site de Actantis. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous J'espère que j'ai pas envoyer de été ce trop pas long. le lien. Tu fais la promotion très bien de nos Ah bah, conférences. Je te remercie, Jérôme. c'est Je vais envoyer le lien c'est d'inscription normal. direct dans le chat pour les participants. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce coup de projecteur. Mais c'est vrai que c'est Très ça. bien. Ce sera l'occasion, encore une fois, pour en tout cas, les membres Actantis, de rencontrer des industriels qui ne sont pas chez Actantis, hein, justement. Ils sont chez Aerospace Valley, ils sont au CFM. Ils ont des problématiques et des besoins, voilà, des besoins à remplir, des solutions à trouver. Et c'est l'occasion, voilà, d'échanger, d'abord en écoutant leurs enjeux, leurs problématiques, l'état de l'art de ce qu'ils ont éventuellement expérimenté le matin. Et puis le midi, bien sûr, vous pouvez échanger pendant le networking. Il y aura aussi un petit showroom. Et l'après-midi, hein, comme disait Jérôme, il y a des rendez-vous B2B via notre plateforme maintenant assez connue des membres Actantis B2Match. Et ensuite, à partir de 15h aussi, quelque chose qui est très, très convoité, je l'ai découvert aussi, c'est la visite du labo IES. Alors ça, je ne connais pas bien. Peut-être que Anne, d'ailleurs, tu veux en dire quelques mots? Je ne sais pas. Ce labo IES, Oui, c'est un petit peu pour voir les très développements rare. effectivement. Donc, oui, effectivement, on aura la visite de ces plateformes technologiques qui travaillent sur le développement de nouveaux capteurs. Et effectivement, pour compléter donc, ce que vous avez dit, Fabienne et Jérôme, nous, côté filière aéronautique et espace, on est très intéressés par toutes ces thématiques de capteurs et de fiabilité des mesures, puisque on a des problématiques de tout ce qui est fiabilité en vol, fiabilité de la production aussi, puisqu'on a des problématiques de montée en cadence de production. Et notre objectif, c'est effectivement donc de trouver des outils qui sont fiables et sur lesquels on peut avoir de la valeur ajoutée. Donc voilà, voilà, on aura des industriels qui représenteront la filière aéronautique et qui sont intéressés par ces thématiques. Merci beaucoup pour cette collaboration. Donc, je vous enverrai le lien là dès que je quitte le mode présentateur. On va passer la parole maintenant très rapidement à Nadira Lepagno, donc qui est responsable innovation et du financement France chez Actantis et qui voulait vous présenter. C'était l'occasion, en fait, un appel à projet qui vient de sortir. Ils sont de plus en plus rares, donc on en profite. Justement pour soutenir les projets de R&D, justement basés éventuellement sur l'IA ou pourquoi pas sur cette technique de prise de décision et d'analyse des données. Nadira, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci Fabienne pour cette opportunité. Donc l'idée ici, c'est vraiment de vous dresser un tableau assez rapide de ce nouvel appel à projet. Donc c'est vraiment une opportunité sur tous les projets de thématiques d'intelligence artificielle. Donc là, il s'agit d'un appel à projet lancé donc financé par l'État, lancé en collaboration avec BPI, concernant des projets donc, de R&D à fort potentiel de rupture technologique, d'impact durable sur l'économie et sur la souveraineté nationale, grâce à des innovations sur les sujets d'intelligence artificielle. Donc, il est opéré pour le compte de l'État par BPI, en partenariat avec l'Agence de programmes numériques, algorithmes, logiciels et usages, qui est elle portée par l'INRIA. C'est un appel à projet qui dispose d'une approche agile en 3 phases, ce qui n'est pas commun. Donc, en fait, chaque phase va donner lieu à un parcours qui lui est propre aussi bien en termes d'objectifs, de critères de sélection, de financement, également de calendrier de dépôt. Le passage d'une phase à l'autre dépendra de l'évaluation des résultats obtenus, d'un nouveau dépôt de dossier et d'une sélection qui sera spécifique à chaque opérateur. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il y a donc 3 phases. La première phase concerne de la démonstration de faisabilité technique, donc TRL assez bas, d'une durée de 6 à 12 mois pour les travaux, de dépenses de projet entre 100 et 200 KE en termes de R&D. Les projets en phase 2 doivent durer entre 6 et 18 mois pour des dépenses projets de 400 à 800 KE. Donc là, il s'agit plutôt de la réalisation d'un démonstrateur. Et pour la phase 3, un petit peu plus de grande envergure, donc plutôt des projets entre 3 et 8 millions d'euros pour une durée de 1 à 3 ans. Il s'agit ici de la réalisation d'un produit viable, minimum TRL 7-8, donc assez haut, et la concrétisation d'un prospect pour son déploiement. Donc, les projets attendus ciblent des innovations techno à fort impact,
Le porteur devra clairement identifier l'innovation techno qu'il veut mettre en œuvre, le cas d'usage et le secteur approprié visé dès le dépôt du projet. Donc, la priorité des projets au niveau des enjeux stratégiques nationaux, donc on sera plutôt sur tout ce qui concerne conception, production industrielle, santé. Alors, ça, c'est juste le petit… Fabienne, si tu peux faire défiler, s'il te plaît. Merci. Donc, conception, production industrielle, santé, transition écologique, sur la sécurité. Alors, concernant la sécurité, on est plutôt sur la lutte contre la manipulation et la pollution de l'information, la cybersécurité et la résilience des entités critiques. Et de manière moins prioritaire, d'autres thématiques pourront être appliquées, mais vraiment au cas par cas. Concernant les entités qui peuvent candidater, donc entreprises de toute taille immatriculées en France, les organismes de recherche et assimilés peuvent également candidater sur ce dispositif. Les projets donc, ont la particularité de pouvoir être aussi bien individuels que collaboratifs. S'ils sont individuels, donc, ils peuvent être portés par une PME, une ETI, organisme de recherche, université, c'est assez vaste, hein, l'école d'ingénieurs, établissement de recherche et d'enseignement supérieur. Et dans la mesure où le projet est collaboratif, le chef de file ne peut être qu'une PME ou une ETI, avec un maximum de 3 partenaires dans le cadre du consortium. Une autre spécificité, les partenaires peuvent s'ajouter ou se retirer d'une phase à l'autre au fur et à mesure en fait, de la maturité du projet. Et concernant les aides apportées, elles pourront être sous forme de subventions dans le cadre de la phase 1, là où, en tout cas, les financeurs estiment qu'il y a le plus de risques techno. Et ensuite, sur les phases 2 et 3, les entreprises pourront solliciter un maximum de 50% de subventions, le reste en avance remboursable. Pour les établissements de recherche, il s'agira ici uniquement de subventions. Les intensités des aides dépendront du type d'entreprise et du type de travaux, comme vous pouvez voir sur le petit tableau. Et concernant le calendrier de relève, donc il sera différent selon la phase à laquelle vous candidatez, avec une relève donc, en novembre 2025, donc d'ici 2 mois, une prochaine en mars 2026 et la clôture de cet appel en juin 2026. Pour les phases 2 et 3, on est plutôt sur un dépôt au fil de l'eau. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment je vous ai dressé un tableau assez rapide, mais néanmoins, je reste à vos dispositions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Fabienne, si tu peux faire défiler, il y a encore un petit, mon adresse mail qui devrait s'afficher normalement à l'écran. Okay. Ah oui. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit pour avoir plus d'infos, soit pour savoir si votre projet peut éventuellement être éligible sur ce dispositif. Voilà, je serais ravie de vous en parler de manière un peu plus approfondie. J'en ai fini, merci Fabienne. beaucoup, Natura. Merci, Merci. c'est très sympathique. Et puis, c'est original, ce calendrier, enfin, ce déroulement en 3 phases où on peut candidater au fur et à mesure de l'avancement de son projet, phase 1, phase 2, puis phase 3. C'est sympa, finalement. OK, merci pour ça. On va maintenant… on va maintenant passer à… j'ai un petit souci, là, tiens. Pour revenir en arrière. C'est à cause de l'animation. Alors, je voulais repasser à l'agenda et je vais passer la parole à Iyad pour justement que tu nous dévoiles ce nouveau paradigme, hein, cette nouvelle méthodologie et que tu nous expliques justement les différents cas d'usage et ils sont nombreux sur lesquels ce projet peut intervenir. On va commencer par le cas d'usage sur la mobilité, je crois. Est-ce que tu vois le mode présentateur? Oui, merci Fabienne. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Et je remercie aussi le pôle Actantis pour cette opportunité. Donc moi, Iyad El-Shabani, je suis à la société BitSparkles, une société de consulting, et mon rôle, c'est tout ce qui touche la R&D en général, de la conception jusqu'à l'exploitation. Donc, ce que je fais avec BitSparkles, on fournit des solutions, des études, mais surtout la création de la valeur en fait à partir
de ce qui existe, essentiellement dans les entreprises qui ont beaucoup de données. Donc, en fait, je crée de la valeur à partir de vos données, que ce soit en analysant les données ou aussi utiliser ces données pour des cas très précis d'exploitation d'un business futur. Je travaille beaucoup en recherche et développement collaboratif. Je gère pas mal de projets européens et coordonne pas mal de projets européens. J'ai une expérience à peu près plus que 15 ans dans ce domaine. Je pars dans les projets européens vraiment de la conception, de la phase de conception jusqu'à la réalisation, la coordination du projet, mais aussi une valeur très importante que j'apporte dans certains projets, c'est l'exploitation et comment en fait arriver à partir d'un projet R&D collaboratif vers un vrai projet concret de création de valeur et de business. Donc, voici les projets sur lesquels on travaille en ce moment. Un projet ExtremeXP dont je vais présenter les détails dans les slides suivantes. C'est un projet axé sur en fait l'extrémité ou ce qu'on appelle les caractéristiques extrêmes des données en termes de valeur, en termes de précision, en termes de même de résultats d'analyse. Et un autre projet qu'on va commencer bientôt, il est sur la cybersécurité pour tout ce qui est infrastructure résiliente. Dans le projet ExtremeXP, j'ai un rôle assez vague parce que j'ai conçu aussi l'idée d'ExtremeXP avec les chercheurs aussi qui ont fait la conception avec moi. Mais aussi, j'ai toujours ce rôle de gestion de l'innovation, de l'exploitation des résultats. Dans le projet CIFER, qui va bientôt commencer, ce sera fin 2025, j'ai un rôle aussi d'exploitation des résultats des données. Le projet ExtremeXP, c'est un projet Horizon Europe. Projet CIFER, c'est un projet Digital Europe. Voilà, passons au projet ExtremeXP, qui est le sujet vraiment de notre webinaire aussi. C'est en fait l'idée de projet ExtremeXP, c'est comment en fait à partir des données, on peut faire des décisions fiables. Et pour ça, en fait, il faut vraiment avoir l'humain au centre de ce processus. Et on a construit un paradigme justement pour pouvoir arriver à ces objectifs. Donc, la vision de projet, d'abord, nous, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est tout ce qui est précision et ce qu'on appelle en fait un fit for purpose, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on veut du système d'analyse de données pour avoir le résultat que l'utilisateur cherche. C'est pour ça, en fait, c'est vraiment l'utilisateur qui est au centre de la décision parce que on peut avoir des données précises, on peut avoir des données ou des mêmes process précises, des méthodes d'analyse basées sur des algorithmes très précis, sauf qu'en fait, au final, l'utilisateur, c'est pas ce qu'il attend. Donc, c'est pour ça, en fait, on a le terme fit for purpose, c'est vraiment ce qu'on veut, ce qu'on attend du système. Et puis, comment on va faire ça? En fait, l'idée, c'est d'évaluer différents scénarios d'analyse. C'est-à-dire, en fait, on a un process d'analyse. Il peut y avoir sur ce process, à un moment donné, on peut trouver une variante qui peut améliorer la prise de décision finale que attend l'utilisateur. Et puis, comment on va faire ça? Justement, en considérant toute cette interaction avec l'utilisateur, soit par des intents, soit par des contraintes ou
par une interface visuelle. Donc, en fait, l'idée est simple, hein, c'est que on a un processus, un flow, enfin une succession de tâches dans l'analyse, dans le process d'analyse. Et puis chaque utilisateur est différent de l'autre, hein. Donc, imaginez que il y a un tremblement de terre. Pour analyser ce phénomène, on a deux types d'utilisateurs. On a un utilisateur, on va dire, une autorité publique. Il va vite analyser la situation, prendre une décision très, très, très vite pour soit évacuer un endroit, soit déployer des hommes de terrain pour aider la population pour ce tremblement de terre. Maintenant, on a un autre profil d'utilisateur qui peut être un scientifique, hein, qui suit les phénomènes de tremblement de terre. Lui, il est dans son bureau, il n'est pas pressé, il attend le maximum de données qui viennent de ce phénomène pour pouvoir prendre une décision sur autre chose que, par exemple, l'autorité publique. Il veut juste voir comment c'est arrivé ou comment, en fait, ces données qui viennent de là et là peuvent être exploitées par la suite. Donc, du coup, on voit ici deux types vraiment d'utilisateurs différents. Par contre, le process qui va recevoir les données, qui va pusher ces données dans un pipeline d'analyse, et peut-être c'est presque le même, sauf qu'en fait, les pipelines d'analyse, il y a des points où, pour certains utilisateurs, ils sont mieux que pour d'autres. Donc, c'est pour ça, en fait, ce qu'il attend l'utilisateur est très important. Et une fois, en fait, on a répondu à un utilisateur, il y a un processus de feedback de cet utilisateur pour dire OK, le process, il m'a donné exactement ce que je veux. Et là, je donne une note ou je donne un feedback et avec voilà, une information comme quoi, pour ce profil, donc du coup, nous, ce qu'on va faire, on va capturer ce feedback, prendre le processus qu'on appelle ici expérimentation. Donc, en fait, on va prendre ce processus et en fait l'associer à ce type d'utilisateur. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va le garder dans une base de connaissances pour des prochains et futurs utilisateurs qui ont presque le même profil. On va explorer ce process et puis l'exécuter pour ces futurs utilisateurs. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on apprend par l'expérimentation. Un exemple, cet exemple, en fait, c'est un des use cases de notre projet. On va en parler par la suite, mais c'est juste pour voilà, situer un peu la contribution de projet. Donc, en fait, là, un objectif d'une analyse de données, on va dire, c'est comment je peux détecter une panne dans une machine ou certaines pannes dans des composants mécaniques ou électriques dans la machine en utilisant des modèles de deep learning, par exemple. Donc, la méthodologie, ce sera d'analyse linéaire, hein, sur les mouvements des axes de cette machine. Donc, le projet, donc, le concept de ExtremeXP, pour répondre à cette question, d'abord, en fait, c'est l'utilisateur vraiment, il est au centre. Donc, en fait, on va reprendre ce qu'on appelle les intents de cet utilisateur et puis après, on va créer une expérimentation. Donc, l'expérimentation, juste pour faire simple, tout process d'analyse de données, c'est une expérimentation parce qu'en fait, on va expérimenter, on va changer certains paramètres, on va changer certains points dans ce process d'analyse pour pouvoir satisfaire justement cet utilisateur-là. Et puis après, en fait, on va optimiser ces propriétés de ce process d'analyse. Et finalement, en associant aussi
plusieurs profils utilisateurs et variations. On va voir ça en détail. Donc d'abord, en fait, on a ce qu'on appelle les espaces. Donc il y a un espace utilisateur, il y a un espace expérimentation, il y a l'espace de connaissance. Comme je vous ai dit, en fait, l'espace de connaissance, c'est un espace très important parce que c'est là où on va capturer toute la connaissance de ce process tout au long de l'expérimentation, future expérimentation et aussi des expérimentations passées. Donc, l'utilisateur, on commence toujours par l'utilisateur qui est au centre. Et en fait, l'utilisateur, il va juste fournir un intent, il va dire predict mean time to repair, enfin, donne-moi une prédiction sur le temps de réparation d'une machine. Voilà. Donc, il y a une analyse de contexte. Oui, cet utilisateur, il est dans l'industrie, manufacturing, donc c'est le use case avec lequel j'ai commencé. Et puis, on va aller dans la base de connaissances. Hein, on va chercher dans les expérimentations s'il y a des expérimentations passées qui peuvent répondre en fait à cet intent utilisateur. Donc, on va voir aussi par rapport au profil utilisateur, par rapport à certaines métriques. Et surtout, en fait, on va voir comment, dans les détails, si l'utilisateur il a accès à certaines données et expérimentations aussi. Parce que tout ça, c'est beau d'avoir des bases de connaissances de tout ce qui touche une expérimentation, mais aussi un processus très important ici, c'est l'accès à ces données, donc pour avoir plus de confiance aussi dans la provenance de données et qui va les utiliser. Donc, une fois on a trouvé une expérimentation qui peut répondre à cet intent, on va trouver les meilleurs features et algorithmes et modèles pour cette expérimentation. Donc, on a créé l'expérimentation. Cette expérimentation, quand elle est créée, en fait, elle a plusieurs variantes. Donc là, on va sélectionner une variante de l'expérimentation qui va vraiment dans le sens du profil utilisateur et le contexte dans lequel il se trouve. Une fois on a trouvé la bonne variante, donc là, on passe au concret. Donc, on crée vraiment l'expérimentation qui va être exécutée. Et quand on exécute une expérimentation, à la fin, c'est un workflow concret qui va s'exécuter. Et c'est pour ça, en fait, on fait appel à un moteur de workflow qui va exécuter les tâches et puis optimiser aussi certaines ressources, et on va relever dans ce cas-là aussi l'utilisation des ressources. Il y a un monitoring à deux niveaux, monitoring de système, comment en fait l'expérimentation elle est exécutée dans le système, en termes de ressources, mémoire, etc. Mais aussi sur l'exécution du processus. Il y a des mesures sur par exemple, la précision des modèles utilisés si on utilise des modèles machine learning. Et comme ça, en fait, on va pouvoir prendre la décision. Une fois on a la décision prise, après l'utilisateur il peut dire oui ou non, je suis satisfait ou non, ou peut-être qu'il faut améliorer certaines features, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir son feedback. Ce feedback, il est aussi réinjecté aussi dans la base de connaissances pour justement améliorer cette expérimentation dans le futur. Et là, par exemple, l'utilisateur, si un scénario probable, il va dire ben non, en fait, ça a pris beaucoup de temps, et il a utilisé beaucoup de ressources. Justement, l'utilisateur voit les métriques, il a un dashboard sur l'utilisation des ressources. Il va dire ben non, 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 moi je préfère vraiment une utilisation minimale des ressources parce que là, cette expérience va être utilisée sur un edge. Voilà, donc du coup, l'approche vraiment, c'est comment en fait exécuter des workflows complexes. Une expérimentation à la fin, comme je vous ai dit, c'est concrètement
workflow, sauf qu'en fait, avec d'autres variantes, avec des variantes. Donc, c'est pour ça, en fait, on a créé cet espace d'expérimentation, et l'espace de workflow, c'est vraiment l'exécution de l'expérimentation. Bah, imaginons, en fait, ici qu'on a un flow, lecture de données, puis continuer un pré-processing de ces données, et puis on commence un processus de machine learning. Et c'est là où, en fait, quand on commence le processus de machine learning, on a plusieurs choix entre plusieurs variantes. Soit ça dépend de ce qu'il veut l'utilisateur, quel est le problème. On peut choisir une variante, que ce soit réseau de neurones, convolutional réseau de neurones, recurrent neural network ou LSTM. Et du coup, en fait, l'espace d'expérimentation me permet justement de faire ce tuning, on va dire, entre pour le bon choix de la tâche ML dans ce process. Est-ce que c'est juste une automatisation comme on voit partout dans les outils AutoML? Ben non, parce que ici, l'utilisateur vraiment, il est au centre de la prise de décision. Et il y a aussi et en fait, on fait ça sur 3 niveaux. D'abord, les données, les sources de données et l'utilisateur. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie du process aussi. Si dans un workflow, certaines données aussi, ils sont pas de bonne qualité, ben on peut aussi avoir une variante de changer la source de données pour le même type de données. On va dire si c'est des capteurs, par exemple, on peut choisir un autre capteur parce qu'il y a un capteur qui commence à fournir des données de mauvaise qualité. Ainsi de suite. Voilà, aussi, ça peut être aussi des résultats d'un service de données à partir duquel on récupère aussi certaines données. Et ça peut être aussi à cause de l'accès. Donc, parce que un utilisateur qui a un accès à un certain dataset, un autre utilisateur, il n'a pas les mêmes droits d'accès. Donc, du coup, en fait, la variante de l'expérimentation doit trouver un autre dataset où ce nouveau utilisateur peut y accéder. Et puis, aussi, nous, en fait, il y a quelque chose lié à tout ce qui est IA. Dans notre paradigme, en fait, on le fait pour les process d'entraînement basés sur l'IA, enfin, tout ce qui est machine learning, en fait. Mais ça peut être d'autres types de workflow. Et d'ailleurs, ça, c'est une des points aussi de valeur ajoutée, c'est qu'en fait, on peut avoir un workflow complètement hybride, à la fois par des process machine learning, voilà ce qu'on appelle data-driven, ou basé sur des modèles de simulation, voilà, ou ce qu'on appelle model-driven insight. Voilà. Donc, du coup, entre avoir dans le même workflow des tâches de simulation, comme avoir des tâches basées sur l'analyse de données et du machine learning. Et puis après, il y a d'autres aussi types de tâches où il y a de la visualisation interactive avec l'utilisateur. Donc voilà. Donc après, c'est pas juste aussi exécuter un seul workflow, mais vraiment gérer aussi l'expérimente pour les futurs utilisateurs. Donc en fait, XtremXP, il est vraiment autour de, on va dire, 5 piliers. Les 5 piliers, tout ce qui est lié à AutoML, justement, on l'inclut aussi dans notre système, mais AutoML basé sur des algorithmes de sélection voilà, orientés par des contraintes. Et les contraintes, ce sera des contraintes utilisateurs ou augmentation de données, parce qu'il y a certaines données qui n'arrivent pas en fait à bien, le process n'arrive pas
à être exécuté avec très peu de données ou des données qui ne sont pas de bonne qualité ou autres. Le déploiement aussi de certains process de machine learning. Et puis, voilà, on utilise de machine learning continu justement pour apprendre des contraintes utilisateurs. J'ai une petite question, excuse-moi, normalement les questions viennent après, mais c'est vrai aussi que je voulais aussi te signaler que le temps passe, hein. C'est vrai qu'on va, Ouais. on doit faire un petit zoom. Et une petite question peut-être pour éclairer les auditeurs, très rapide, puisque j'ai plusieurs fois la même. Quelle est la différence entre ce processus que tu expliques, hein, donc, hein, et l'apprentissage par renforcement, qui peut prendre aussi en compte le feedback pour réajuster les décisions d'un modèle? Quelle est la différence avec l'apprentissage par Oui. renforcement? L'apprentissage par renforcement, en fait, il est vraiment à l'intérieur du process, hein. Ça fait partie, des fois, en fait, on rajoute un process un peu ou une tâche de renforcement au-dessus des analyses ML, enfin des tâches ML dans un pipeline. Mais justement, en fait, ici, nous, on utilise un autre paradigme qui est basé sur les contraintes, mais le renforcement, en fait, il va apprendre aussi de l'utilisateur. Bon, ça peut être vu comme renforcement aussi, mais avec plusieurs dimensions. Voilà, c'est pas juste automatisé, on va dire. Le renforcement, il est. D'accord, ok. Il y a une automatisation derrière. Voilà, nous, en fait, on est à la fois full automated ou semi-automated, en fait, pour tout ce qui est process IA. D'ailleurs, je ne suis pas expert en ML, même en renforcement learning, mais en fait, le renforcement learning, pour nous, pour justement ExtremeXP, c'est une tâche dans le process. Donc, on peut l'inclure pour justement améliorer certaines situations, sauf qu'en fait, ExtremeXP, en fait, il a sa base de connaissances dans laquelle il va avoir toutes ces informations qui viennent de ML normal ou de RL aussi associé. Okay. Merci. Donc, du coup, en fait, tout tourne autour de l'expérimentation. Donc, c'est pour ça, en fait, il nous a fallu créer un langage et un type de comment, en fait, décrire une expérimentation, qu'est-ce qui est un workflow, quel est le scheduling. Il y a tout un état de sémantique autour de cette expérimentation pour pouvoir, en fait, finalement exécuter des workflows concrets à la fin. Donc, voilà, je passe très vite sur ce slide. C'était juste pour dire qu'en fait, les axes précis, enfin, les axes le plus important qu'on adresse ici, c'est vraiment le fit for purpose, la confiance et précision et accuracy qui sont des fois interchangés dans le jargon ML, mais c'est surtout pour la prise de décision ici. Nous, en fait, on part de l'expérimentation avec de l'automatisation, avec des visualisations, comment enrichir les données, augmenter les données aussi pour pouvoir justement arriver à la meilleure décision possible. Pour aller en détail, ExtremeXP, en fait, voilà, le type d'utilisateur, c'est vraiment un data engineer ou domaine expert ou un data creator. Donc, du coup, après, on a surtout toute la phase d'interaction avec l'utilisateur. Donc là, en fait, d'abord, on a dû faire un travail de modélisation, comment modéliser une expérimentation, comment faire la base de connaissances, comment la base de connaissances il va récupérer toutes les informations de l'exécution de l'expérimentation et des expérimentations qui sont données par certains utilisateurs, et aussi toutes les interactions avec l'utilisateur, comment en fait on va pouvoir les aussi stocker dans la base de connaissances qui est à gauche. Donc, ça, c'est un côté modélisation. Maintenant aussi, il y a, donc du coup, côté modélisation encore, c'est quel type d'expérimentation on va avoir, quel est le contexte, est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé. Et puis, en fait, on a ce qu'on appelle un Option Explorer, enfin, on va probabilistique,
qui va explorer pour un certain utilisateur la meilleure variante en fait possible pour ce qu'il attend comme expérimentation. Justement, on a vu tout à l'heure dans l'exemple le temps moyen pour réparer une machine. Et puis, il y a des méthodes de sélection de données avec des features spécifiques, et puis finalement, comment aussi on peut pour donner des meilleures précisions aussi sur l'analyse, ces données, ils doivent être bien sélectionnées, avec aussi leur intégration avec des modèles bien précis aussi, basés sur entity resolution ou interlinking, data interlinking, mais aussi l'augmentation des données justement pour avoir des données plus structurées et qui sont aussi dans le contexte et le profil d'utilisateur en question. Et puis, tout ce qui est lié à des contraintes utilisateurs, on utilise justement ce continual learning pour améliorer l'apprentissage si il s'agit d'un process d'apprentissage automatique ou machine learning. Lié à ce qu'il veut l'utilisateur, donc on a aussi une interface spécifique pour ce qu'il veut l'utilisateur. Donc en fait, il exprime vraiment par intent. Et là, on a un outil pour reprendre ces intents, les transformer en expérimentation et créer le workflow concret pour être exécuté. Donc tout ça, en fait, vraiment, c'est pour ça, en fait, on fait la différence entre workflow et expérimentation, parce que l'expérimentation, il y a l'espace d'expérimentation, on définit l'expérimentation, on spécifie certains paramétrages, et puis après, quand on veut exécuter, ça sera les workflows de l'expérimentation qui seront exécutés et avec un moteur de workflow. Ça, c'est un exemple, par exemple, sur le même exemple qu'on avait fait ici, qu'on avait vu ici sur tout ce qui est utilisation, quel type de réseau de neurones est utilisé dans cette tâche. En fait, il y a une sorte de DSL pour pouvoir justement créer ce point de variation dans le process. Puis, on a des outils de conception justement de ces expérimentations et en fait, un outil graphique et un outil basé sur le Visual Code. L'exécution, donc du coup, en fait, l'exécution, il est dans une deuxième phase. Une fois on a tout le workflow, l'experimentation engine, en fait, elle a tout décomposé dans la description de l'expérimentation avec les features, avec toutes les données nécessaires. Donc, elle va donner ça à un exécuteur. On appelle ça un exécuteur. Et cet exécuteur, en fait, c'est un scheduler quelque part, en fait, de tâches et de process ML pour justement gérer le workload, gérer les ressources et puis faire une meilleure optimisation des ressources et de scalabilité. Encore dans les détails, justement, l'interaction avec l'utilisateur. Donc, il y a des outils de visualisation qui sont développés. Il y a même des outils basés sur la gamification, justement, pour prendre les feedbacks de l'utilisateur. Des outils aussi intégrés avec de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, pour donner une meilleure perception par le preneur de décision sur ce qui va se passer. Justement, on va voir ça dans l'un des use cases. Et puis, il fallait justement créer toute une infrastructure de données sur justement l'accès aux données qui est basée sur la NFT, pour accéder, qui a le droit d'accéder à certains types de données et accéder à des résultats des expérimentations et même à des descriptions d'expérimentation. Les use cases, donc en fait, on a 5 use cases dans le projet. La use case mobilité où en fait, il faut analyser certains trajets pour
pour un preneur de décision s'il doit, je ne sais pas, établir, mettre des panneaux ou faire des choses dans ce trajet-là. En fait, on va prendre les trajets utilisateurs possibles, on va les utiliser dans un process d'analyse. Et puis, en fait, le preneur de décision, il va créer plusieurs variantes pour pouvoir, à la fin, prendre une décision sur la mobilité intelligente. Et on a un autre use case sur justement le manufacturing, j'en ai déjà parlé. Et la cybersécurité, on va aller en détail pour la cybersécurité, mais aussi on a situation intelligence, c'est pour en fait les zones de terrain dans le cadre d'une gestion de crise, des feux, une attaque ou autres problèmes qui surviennent. En fait, il y a les zones de terrain qui doivent être sur place. Ça, c'est en fait, un use case fourni par Airbus Defence and Space, hein, qui sont la partie sécurité et safety, qui sont sur Paris. Le failure prevention, c'est par des industriels du Pays basque espagnol. Et cybersécurité par un institut spécialisé sur la cybersécurité et le mobilité par un startup sur les mobilités et une application pour la mobilité. Mais aussi, on a le flash load forecasting qui est la prédiction sur les inondations. Ça, c'est porté par CSE Group justement sur la ville de Nîmes. Et là, en fait, on a créé plusieurs workflows avec plusieurs possibilités et comment on fait, parce que eux, ils ont aussi des modèles de simulation sur ces phénomènes d'inondation. Donc, en fait, ils utilisent déjà ces modèles de simulation. Ils avaient envie d'expérimenter des méthodes de machine learning. Donc, en fait, on a créé plusieurs variantes de leur expérimentation pour dire, voilà, dans certains cas, peut-être, il est important de se baser sur la simulation. Dans certains autres cas, quand en fait, il y a des données réelles qui arrivent, surtout des données temps réel, et bien là, en fait, il est possible de passer par aussi une tâche IA. Donc là, en fait, ça a été exécuté et démontré. Et il y a aussi même une interface réalité augmentée pour voir le niveau d'inondation sur comme ça, en fait, le preneur de décision, il peut prendre une décision assez vite. Voilà pour moi. Je passe la parole à Maxime pour vous parler un petit peu de l'use case cybersécurité. Merci, merci Yad. Donc Maxime Compastier, Senior Researcher donc à la Fondation I2CAT de Barcelone. Oui, donc en quelques mots, I2CAT est une structure dépendante du gouvernement catalan en Espagne qui se positionne de façon analogue aux IRT français. C'est-à-dire que c'est une structure de droit privé qui investigue des projets de R&D et de recherche à visée de valorisation à court et moyen terme pour le compte du gouvernement catalan. Et l'un des aspects de cette stratégie concerne la cybersécurité, pour lequel je collabore avec Yad dans le contexte du projet ExxonXP. Spécifiquement, nous constatons qu'il y a actuellement une complexification des systèmes d'information d'entreprise avec une distribution des ressources, qu'elles peuvent être sur site ou dans le cloud, et une sophistication des moyens et des techniques mises en œuvre par des attaquants. Tout comme vos employés, les attaquants qui se connectent à vos infrastructures vont laisser des traces dans les fichiers journaux de votre système d'exploitation. Des fichiers journaux qui ont différentes formes, qui représentent des datas avec des modalités différentes et qui ont une problématique de haute volumétrie. Pour l'instant, le problème, c'est que la vérification, le tri entre les activités normales de vos employés et l'activité produite par un tiers non autorisé ou malveillant se base sur l'expertise métier d'opérateurs de cybersécurité et ainsi que sur leur supervision.
Cela induit une certaine fatigue opérationnelle qui représente un danger pour vos infrastructures parce que dégradant la qualité de détection. Aujourd'hui, la communauté cyber, en termes d'innovation, pousse à l'adoption des outils d'intelligence artificielle. Et on a des outils support qui nous permettent typiquement de détecter des indicateurs propres à chaque attaque, comme des adresses IP ou des valeurs de page. C'est très bien, mais ces indicateurs sont valides uniquement dans le contexte d'une attaque particulière, d'une infrastructure particulière. Et en conséquence, cette connaissance n'est pas très utile pour répéter, anticiper des attaques. Notre objectif, c'est de développer des méthodologies d'analyse qui nous permettent non pas de nous focaliser sur les traces, mais sur les comportements des acteurs malveillants. Comprendre quels outils ils utilisent et quelles attaques techniques et procédures ils mettent en œuvre pour établir leurs attaques. Et ceci est un problème difficile d'un point de vue de la science de la donnée. Dans le contexte d'AlphaMXP, nous convertissons ces problématiques dans un différent type d'expérimentation supportée par le framework. Dans mon prochain slide, Iyad, nous convertissons AlphaMXP, pour nous, c'est une plateforme dans laquelle nous pouvons exprimer différentes intentions et contraintes pour traiter des données brutes, des fichiers journaux, et à partir d'une connaissance métier fournie par un opérateur de sécurité, convertir ces processus dans une expérimentation et un pipeline construit à façon pour l'analyse d'un certain type de log pour l'obtention de certains indicateurs de comportement liés à une certaine technique. Sur le prochain slide, par exemple, dans le cadre de nos expérimentations, nous pouvons exprimer l'intention que nous voulons entraîner un modèle de classification pour s'entraîner contre les techniques d'un certain acteur de menace, Midori dans ce cas-ci, mais nous allons établir des contraintes et des préférences pour rendre ces expériences valides. Typiquement, nous considérons des résultats valides uniquement si nous avons une précision supérieure à 8. Nous allons expérimenter uniquement avec des algorithmes de classification avec une complexité satisfaisante. Et en conséquence, sur le prochain slide, cela nous permet de construire des processus de traitement de la donnée sous la forme d'expérimentation pour obtenir ces différentes comportements d'analyse de comportement. Il y a plusieurs challenges pour établir ceci. Premièrement, l'absence de datasets qui soit suffisant parce que par défaut, nous essayons d'anticiper et nous ne souhaitons pas faire de la réaction à incident, auquel cas nous avons établi un modèle de simulation, un outil de simulation de menace que nous avons intégré dans le contexte d'une expérience. Nous souhaitons identifier différentes features depuis des modèles de classification pour comprendre comment est-ce qu'un attaquant se comporte. Et enfin, nous avons mis en place aussi une expérience pour s'assurer que les features pour déterminer le comportement d'un attaquant soient compatibles et fassent sens avec le contexte d'un besoin métier. Et pour cela, nous avons besoin d'un opérateur humain, mais cet opérateur intervient proactivement. Il devient non plus human in the loop, mais human on the loop. Et on réduit la problématique de fatigue. Dans ce slide, vous pouvez voir une rapide représentation de notre architecture, de notre démonstrateur. Vous pouvez voir que nous avons plusieurs sources de données. Nous travaillons notamment en collaboration avec l'Université Polytechnique de Catalogne pour obtenir un jeu de données d'environnement réel pour entraîner notre algorithme. Et ces informations étant consolidées, classifiées par un moteur d'intelligence artificielle sous la supervision d'une instance de la plateforme AlphaMXP. Et nous avons des chercheurs en interne qui jouent le rôle d'opérateur SOC pour procéder à l'évaluation de la plateforme. Sur le prochain slide,
Ceci est très brièvement pour indiquer la qualité des données que nous recevons de l'Université Polytechnique de Catalogne, différentes sources de données transférées vers nous, mais aussi vers un CIEM, un outil d'analyse de sécurité pour un besoin de labellisation des jeux de données créés. Sur le prochain slide, vous pouvez voir ici les différents indicateurs clés sur lesquels nous allons baser, sur lesquels nous sommes en train d'évaluer notre démonstrateur. Et c'est un travail qui est en cours et qui donnera lieu à des publications scientifiques. Yann, je te redonne la main. Merci Maxime. Donc voilà, ça c'est juste un slide sur justement le projet, un slide générique, combien la durée des projets, le budget qui a été financé par Horizon Europe, les différents partenaires qui participent au projet. Il y a beaucoup de grands groupes, Airbus et ses groupes, Intracom, Télécom de Grèce, beaucoup de chercheurs. Il y a 12 chercheurs, 12 organisations de recherche, 5 PME et 3 industriels. Juste un dernier mot, nous cherchons parmi l'audience en fait des testeurs de la plateforme. Donc, on aimerait bien que en fait, si vous voulez tester notre plateforme, il y a un formulaire d'enregistrement pour pouvoir tester. Et je passe maintenant la main à Cédric pour présenter justement quelque chose dans le même esprit aussi, tout ce qui est sécurité et défense, utilisation de l'IA dans la sécurité et défense. Donc Cédric Lopez de MVista, je crois qu'il est cofondateur d'ailleurs de MVista, qui va présenter son cas d'usage dans sécurité et défense sur la structuration des informations à partir de textes bruts. Alors Cédric, je vous désigne présentateur. Oui, s'il vous plaît. On va dépasser un petit peu le temps si vous voulez. Je vais faire très court. Merci. Il y a quelques questions aussi. Je vais essayer d'en poser quand même. Il y a quelques questions. Voilà, plus tard. C'est à vous, normalement. Cédric, vous avez reçu le. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, bleu. Avec la slide principale, n'est-ce pas? Pas de slide. Moi, je vois pas de slide. Moi. Non. Je vois l'écran un écran bleu. Et maintenant? Moi, c'est toujours pareil. Donc, que ce soit que moi, mais. Voilà, là, c'est bien. Super. C'est bon? Ok, super. Ouais. Donc, tiens, je voulais remercier Actantis et Yad d'avoir fait une toute petite place en fin de ce WebTech. Je vais faire très très rapide, donc seulement je vais donner l'intuition en fin de compte de ce qu'on fait chez MVista. Et puis, moi, je voulais aussi participer à ce sujet via un focus très particulier sur un type de données qui sont les données textuelles. Donc, juste pour rappeler un petit peu le contexte et pour bien placer mon propos ensuite. Donc, vous savez qu'on a des données qui peuvent être très structurées, qui sont prêtes à l'emploi, donc c'est dans un format régulier, etc. On a des données qui peuvent être semi-structurées, où là, c'est plutôt figé, mais il y a quand même une structure qui existe, mais qui est flexible. Donc, on parle des JSON, des XML, des choses comme ça. Et puis, il y a toute la famille de données qui sont les données qui sont non structurées, où là, c'est beaucoup plus compliqué de les utiliser automatiquement directement. Et donc, c'est vraiment sur les données non structurées que je vais me focaliser, et en particulier sur des données textuelles non structurées. Donc, finalement, les données textuelles non structurées, par définition, sont des données qui ne sont pas directement actionnables. Et vous voyez à l'écran sur le côté gauche, donc des exemples de données textuelles non actionnables. Donc, c'est tout ce qui est articles de presse, ça peut être des messages sur les réseaux sociaux, ça peut être des emails, des données textuelles dans les CRM et tout. Mais ça peut aussi être des données textuelles qui sont même au cœur des bases de données, qui sont supposées être structurées. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a encore des champs textuels libres, notamment par exemple dans des enquêtes de satisfaction, des choses comme ça, qui sont des données qui ne sont pas actionnables au final. Et puis bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces données textuelles? On veut évidemment les rendre actionnables. Et donc sur la partie droite, vous voyez qu'on veut obtenir des choses qui ressemblent à du XML, du JSON ou des bases de données.
et de sorte à ce qu'ensuite, s'il y a tout un tas d'applications qui puissent s'appuyer sur ces bases de données pour prendre des meilleures décisions à travers des choses classiques, des outils de BI ou des choses comme ça. En fin de compte, l'hypothèse de départ, c'est de dire que si on est capable de structurer des informations, on obtient la capacité à opérer sur des informations, on obtient la capacité à opérer sur les informations pour des applications de type lutte informationnelle, fact-checking, etc. Et ça conduit à une analyse d'informations valide et cohérente, et donc ça conduit aux décisions plus fiables. Mais on peut aller plus loin que ça et essayer de ne pas structurer uniquement des informations, mais structurer toutes les informations qui sont véhiculées à travers un texte. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué à réaliser techniquement, mais si on arrive à faire ça, finalement, on est sûr d'observer toute l'information qui est d'intérêt pour un cas d'usage avant de prendre une décision. Et du coup, on évite le biais, le gros biais qui est dû au fait que quand on prend une décision, on n'a pas forcément la capacité à acquérir toutes les informations nécessaires qui sont véhiculées à travers le web, à travers des rapports techniques internes, etc. Et donc, l'idée, c'est d'éviter le biais des décisions pas très fiables à cause d'un manque de connaissances qui arrive à l'utilisateur. Et donc, d'avoir des décisions plus précises. Alors la grande question dans tout ça, c'est elle est là, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer des données non actionnables à des données actionnables. Avec le temps que j'ai, je ne vais pas vous faire l'affront de présenter un peu les différentes technos qui permettent de faire ça. Juste donner un cas d'usage très rapidement de ce qu'on fait chez Mvista notamment, parce qu'on a développé une techno qui permet de passer des données brutes aux données actionnables et de couvrir 100% de l'information qui est véhiculée dans un texte. Donc avec plaisir, si certains d'entre vous sont intéressés, pour en reparler. Vous avez un exemple de texte là qui est complètement structuré à partir de notre techno pour un cas d'usage renseignement militaire où en fait le renseignement tous les jours, vous en doutez, reçoit des milliers de rapports au quotidien, et puis le problème c'est qu'une équipe d'humains, même s'ils sont experts, n'a pas la capacité de vraiment capitaliser les connaissances issues de tous ces rapports au sein d'un seul être humain ou au sein d'une seule base de connaissances. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main, etc. Et la promesse, c'est qu'avec une techno comme la nôtre, on peut arriver à structurer 100% d'informations pour peupler des bases de données avec des données issues des textes bruts, mais qui sont normalisées et prêtes à être opérées par divers systèmes. Là, on a démontré que c'était faisable en intégrant notre techno dans la plateforme Massive Intelligence de Airbus Defence and Space. Donc, vous voyez un exemple d'interface à côté Airbus. Donc, ce sont leurs interfaces. Mais toutes les informations qui sont affichées à l'écran sont construites uniquement à partir de la sortie d'un technologique, donc le pendant structuré de tout ce flux d'informations textuelles qui arrive à la volée. Voilà, l'intérêt, c'est effectivement que les analystes, in fine, aient un accès à 100% de l'information et surtout un accès à toutes ces informations structurées pour pouvoir faire des croisements de données, etc. et prendre les meilleures décisions. Et là encore, l'utilisateur humain est au centre à la fois de la décision, mais aussi du système, et on pourra en reparler une autre fois. Juste pour dire rapidement qui en est, donc Mvista, on a créé en 2018 et on est vraiment spécialiste de la partie analyse de données textuelles et de la structuration de l'information. Notre objectif, c'est prendre du texte brut, peupler des de ce texte brut. Et donc, on commence à apparaître sur le marché, ça fait 1 an, et nos premiers grands clients, ils sont affichés à l'écran, donc Orange, SNCF, BPCE, des banques, Crédit Agricole, etc. Et voilà, je vous encourage à revenir vers moi. En tant que directeur de recherche, on a des projets de recherche collaboratifs aussi, tout comme IAD, notamment portés par la Défense. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé à participer à ce genre de projet, à revenir vers nous, ou si vous êtes intéressé par la techno en général. Merci encore d'avoir fait une petite place. J'espère que c'était pas trop long et de vous avoir donné la bonne intuition de ce qu'on fait. Je laisse la main. Je ne sais pas si c'est à Yad ou Fabienne pour conclure. Merci Cédric. Fabienne, je pense qu'elle va prendre la main. Je vais couper mon micro, désolé. Merci, je prends la main. Oui, merci beaucoup. Je donne la parole vraiment 2 minutes à Mira Braganti de l'INRIA, qui va présenter donc une formation que propose l'INRIA Academy, qui peut intéresser vous-même d'ailleurs ou les auditeurs qui sont connectés. Mira, je te laisse la parole. Je vais essayer d'aller sur la présentation. Oui, je te remercie Fabienne. Voilà.
Je vais Voilà, être Mira. rapide. Donc, tu peux te présenter peut-être aussi, peut-être. Oui, bonjour à toutes. Mira Bagranti d'INRIA. J'ai le plaisir de pouvoir travailler sur 3 domaines d'activité, à savoir l'IA, la cybersécurité et le quantique. Et l'objectif de ce jour, grâce à Fabienne, c'est de vous mettre en évidence que vous avez forcément des données extrêmement importantes dans vos organisations, mais que vous ne savez pas forcément les exploiter. On vient de le voir avec les exemples de Cédric, de Liad et de Maxime. Et savez-vous que vous pouvez l'exploiter à moindre coût. Pour cela, ça vous permettra d'éclairer vos décisions stratégiques et c'est à la portée de toutes les PME. Ce logiciel, c'est un logiciel open source qui s'appelle Scikit-learn, qui fait partie du top 3 des librairies en machine learning que tu as évoqué tout à l'heure, Liad, et qui dispose notamment de 160 modèles. L'objectif, c'est que vous puissiez les mettre dans les mains de vos ingénieurs et qu'ils puissent les exploiter et afin de vous aider à avoir des décisions les plus optimales. Vous avez, Fabienne, va vous partager dans la conversation un lien vers la vidéo que nous avons mis sur ce slide afin que vous puissiez voir comment cela se traduit. Je vous propose d'aller au slide suivant, Fabienne. Oui. Merci. Donc, cette librairie s'appelle Scikit-learn, la science des données au travers du machine learning. C'est une référence mondiale. Et nous avons à ce propos à la disposition des PME, spécialement dans le projet SMI for DD, qui est un projet européen, la possibilité de former les ingénieurs, les data scientists sur Scikit-learn en une seule journée pour appréhender les fondamentaux. Et c'est vraiment une formation qui est 70% pratique, avec des tutoriels et des exercices corrigés. Donc, vous ressortez avec, comme l'a évoqué Yann et Cédric, avec de l'actionnable à la fin, avec vos données, vos résultats, et ce qui va vous permettre d'avoir des décisions prises les plus optimales possibles. Alors, dans quel contexte utilise-t-on justement cette mise en place du machine learning dans les organisations? On va vous aider particulièrement, par exemple, à optimiser les stocks. Par exemple, on va prédire la demande future pour optimiser vos stocks. On va également l'utiliser dans l'optimisation des prix ou du pricing et on va déterminer le prix optimal pour maximiser les ventes ou les marges de votre organisation. Je vous propose de passer au slide suivant. Très bien. Donc, Scikit-learn, vous avez, dans le cadre du projet européen SMI for DD, vous avez 2 dernières formations, c'est les 2 dernières de l'année, spécialement pour les PME. Je vous invite d'une part à scanner sur la partie gauche pour avoir accès à cette formation. Il y a ces 2 dernières formations, c'est le 9 octobre, journée entière, c'est en ligne, donc vous pouvez vous connecter à travers toute la France, ou alors le 18 novembre. Le point clé de ces formations, c'est qu'elles sont aujourd'hui donc prise en charge une partie par l'Europe, ce qui fait qu'au lieu de payer 930 € la formation, vous ne payez que 500 €. Mais il ne reste plus que 2 formations, le 9 octobre et le 18 octobre. Profitez-en avant de vous retrouver dans une logique budgétaire plus importante. Je vous invite également à scanner la partie droite de la newsletter mensuelle dans laquelle vous allez avoir les autres formations qui vont également contribuer à optimiser vos prises de décision. Je suis Mira Bagranti, je suis à votre disposition au 06 65 85 84 59 et je serai ravie de participer tout simplement à améliorer vos projets en termes de machine learning, de cybersécurité et de quantique. Je vous remercie Fabienne et chacun. Merci beaucoup, merci Mira et merci pour cette opportunité. N'hésitez pas à contacter Mira. Maintenant, on peut revenir peut-être avec Iliad et Maxime et Cédric, peut-être pour des questions. Je sais qu'il y en a, donc je vais en poser. Il est déjà 12h08, donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais je vais quand même en poser quelques-unes. Oui, par exemple, une question donc à vous 3 d'ailleurs. Je pense peut-être un peu plus à Iliad et Maxime. En quoi le paradigme d'Extreme XP est différent des outils de MLOps? Oui, cette question, on la pose souvent en fait. Extreme XP, en fait, il a cette vision d'avoir vraiment l'utilisateur au centre de la prise de décision sur par exemple, l'analyse de données qui va être fait par ce process de données. OK, MLOps aussi, ils font en fait une analyse, on va dire,
sur la précision des modèles, sur quelles sont les données qui ont affecté ce processus-là pour avoir tel résultat. Il y a des modèles drift, il y a des data drift aussi, des études sur ces aspects-là dans un outil MLOps. Il y a un versioning, mais justement, l'approche par expérimentation, avoir des variantes, en fait, c'est dès la conception de l'expérimentation, en fait, on a déjà les variantes qui peuvent améliorer même la performance, en fait, d'un processus MLOps à la fin. D'accord, merci beaucoup. Ok, une autre question. J'ai une question par rapport, attendez, j'essaie de la retrouver parce que j'en ai eu plusieurs. C'est une question que je trouvais très intéressante par rapport à la variété des. Par rapport. Attendez, je vais essayer de retrouver la question. C'était par rapport aux données simulées. Comment. Attendez. Voilà. De quelle façon vous assurez-vous que les menaces simulées permettent de générer des jeux de données réalistes? Ça, c'est une question qui revient souvent. Hein. Il y a des données, des datasets qui sont simulés. Et comment peut-on s'assurer que ça permet de générer des jeux de données réalistes et du coup des prises de décision plus fiables? Je vais prendre la question. Pardon? Oui. Je vais prendre la question. Dans notre cas, dans le cas du cas d'usage cybersécurité, nous avons un simulateur de menaces. Et ce qui est important pour nous, c'est de nous approcher de menaces qui soient proches de ce qu'on a rencontré dans les situations réelles, et puis leur fournir un environnement dans lequel on puisse évoluer, dans lequel ces menaces simulées puissent évoluer sur des ressources qui soient proches de ce qu'on retrouve dans un environnement réel pour obtenir des indicateurs qui soient pertinents. Dans XMXP, ce que nous avons fait, c'était identifier différents groupes d'acteurs de menaces, groupes d'acteurs de menaces qui ont été documentés par des experts, par des sociétés qui sont spécialisées. On sait que typiquement, ce groupe qui est peut-être affilié à telle entité a l'habitude de d'abord s'infiltrer en utilisant telle vulnérabilité connue. Et en fait, nous avons sélectionné des scénarios d'attaque qu'on a étendus en amont en faisant un petit état de l'art de la connaissance sur l'intelligence des menaces. Nous avons créé nous avons mimé et implémenté différentes techniques qui ont été utilisées. Et à partir de là, nous utilisons des outils spécialisés comme Mitre et Caldera pour exécuter des playbooks qui implémentent ces différentes actions et qui sont conformes à ce qui a été documenté et empiriquement identifié dans la nature et transcrit, donc exécuté dans des environnements simulés. Et ça nous permet d'obtenir des techniques qui sont proches de ce qu'on a rencontré en environnement réel. En tout cas, ce qui a été documenté, et c'est ce qui nous permet de produire des jeux de données qui comprennent des indicateurs qui sont de qualité optimale en pré-incident, en environnement de simulation. Ok, merci beaucoup, merci Maxime. Enfin, une dernière question peut-être à Invista. Toute dernière question. Comment évaluez-vous la fiabilité des données textuelles une fois structurées? Comment vous évaluez leur fiabilité? Je pense qu'il y a des éléments de réponse communs avec la réponse précédente. Tout simplement, il y a des métriques classiques qui sont définies au niveau par les académiciens en général. Il y a des dizaines de métriques, précision, rappel, F-mesure, qui sont les plus classiques dans notre domaine. Donc, on est systématiquement en train de comparer les données produites par des humains ou annotées par des humains, les décisions prises par des humains, avec tout ce qui est généré automatiquement par les systèmes d'IA. Donc après, on sélectionne la meilleure métrique en fonction
de l'objectif en fonction des critères de succès qui ont été définis a priori. Et puis, on espère que ça obtienne de bonnes performances à ce niveau-là. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci encore à tous. J'ai mis quelques éléments visibles là de prochains événements pour pouvoir nous rencontrer en présentiel. Ce sera Sophie Antipolis d'ailleurs pour une rencontre data photonique et santé à l'école des mines de Sophie Antipolis jeudi prochain, jeudi 25 septembre. Et puis bien sûr la conférence Deep Tech IoT à Montpellier sur justement la fiabilité des mesures et la prise de décision. Voilà, merci à tous et puis bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Merci. Merci à vous.